Ok, du coup on a 10 minutes. On va passer vite sur certaines slides. Donc moi c'est Thibaut et je travaille pour AXA France. Je travaille dans une équipe d'ingénierie en transverse sur ce qu'on appelle la guilde de test. Et je m'occupais en fait du déploiement d'automatisation des tests au sein de la DSI et du déploiement des bonnes pratiques. Bonjour, moi c'est Pierre-Henri. Alors je ne travaille pas dans la guilde de test, moi je suis dans la partie DevOps et automatisation, donc je suis en charge de la plateforme d'intégration continue et des nouvelles pratiques de dev chez AXA France. Donc aujourd'hui on va vous parler d'une plateforme en fait, qu'on a mis en place basée sur une solution de Microsoft qui s'appelle Azure DevTest Lab. Et cette solution va nous permettre en fait, de provisionner des machines à la volée dans lesquelles on va pouvoir exécuter des tests automatisés. Je parle très rapidement de la guilde de test. On a à peu près 200 personnes et on est basé sur Nanterre, à côté de la Défense, et il y a une partie aussi qui est située à Lille. AXA, on a mis en place l'agilité chez AXA depuis 2011 et on a mis en place plusieurs pratiques, notamment le software craftsmanship orienté développeur. Donc, on a parlé de ATDD, BDD, on l'utilise aussi chez AXA. De software factory, donc tout ce qui est CI/CD, déploiement continu, intégration continue. De l'infra as code pour le provisionnement des machines d'environnement de test et de production. Et aussi, donc aujourd'hui, on va parler de test factory et automation, orienté test, interface graphique. Ça, c'est une slide rapide sur l'automatisation des tests et les bénéfices. S'il y a un truc qu'on doit retenir, c'est la réduction du time to market. C'est l'enjeu majeur aujourd'hui pour l'automatisation des tests. Donc c'est réduire le temps entre le moment où l'idée apparaît d'un produit et le moment où il est mis en production. Nous, on a une stratégie chez AXA qui s'appelle la stratégie des parcours clés. C'est une stratégie sur laquelle en fait, on va identifier avec le product owner ou le métier ou l'utilisateur final ce qu'on appelle des parcours. Donc c'est vraiment des enchaînements d'actions de bout en bout. Et ces parcours-là, ils vont être clés à partir du moment où ils ont un risque élevé pour l'entreprise ou une forte valeur ajoutée pour le client. Et donc ces parcours-là, on va les jouer en priorité déjà manuellement, systématiquement à chaque nouvelle version. C'est-à-dire que c'est des tests qui sont pérennes dans le temps. On va les jouer systématiquement. Et pour l'automatisation, c'est ces parcours-là qu'on va automatiser en priorité. On ne va pas chercher à tout automatiser parce qu'en fait, on s'est aperçu avec les années que l'automatisation, les scripts sont à maintenir et on avait de la perte et du temps qui était perdu en fait à maintenir des tests qui n'étaient plus maintenables, il fallait tout refaire de zéro. Donc on se concentre en priorité sur ces parcours clés là. Alors maintenant, on va vous présenter la solution qu'on a mise en place, mais avant de mettre cette solution-là, en fait, on s'est posé des questions. On s'est demandé en fait qu'est-ce qu'on voulait faire avec cette solution de mise en place de tests automatisés. La première chose qui était extrêmement importante, c'est qu'elle soit intégrée dans le processus de livraison des projets. Il faut savoir que nous, aujourd'hui, tous les projets chez AXA France sont livrés de manière automatisée. Alors, il peut rester quelques étapes manuelles, mais la totalité des projets sont déployés via un outil, en l'occurrence Azure DevOps. Donc c'était vraiment important d'intégrer ça en fait, dans notre pipeline de livraison. On voulait aussi avoir un espace réseau qui permettait aux testeurs de partager leurs applications, c'est-à-dire qu'il fallait que la machine qui teste soit capable évidemment d'accéder aux différents sites, qui soient en dev, en pré-production ou en production, plutôt en dev et en pré-production d'ailleurs, mais on voulait aussi que les machines puissent être créées automatiquement et à la demande, c'est-à-dire les machines qui vont servir à l'exécution des tests, qu'on puisse les créer de manière automatisée, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir juste un script à lancer ou une commande et on voulait pouvoir provisionner de manière simple des machines. Autre point important, on voulait que les machines soient jetables. Je pense que pour tous ceux qui ont fait des tests d'IHM, on sait très bien qu'au bout d'un moment, en fait, la machine sur laquelle on va exécuter des tests d'IHM, elle va dériver pour des raisons X ou Y. Il va y avoir plus ou moins de choses dessus et on sait que les tests vont commencer à failer parce que la machine a un problème quelconque. Donc en fait, on voulait vraiment avoir une machine jetable, c'est-à-dire qu'on fait un test, on la détruit. On voulait aussi que ça soit scalable. On a énormément de projets, on a beaucoup d'équipes qui automatisent. Donc on ne voulait pas rester bloqué sur une solution où on avait 3-4 machines capables de déclencher des tests. Surtout que les tests sont relativement lourds. Donc on voulait vraiment que ça soit scalable. Et évidemment, comme à chaque fois qu'on fait un projet, on voulait que ça soit à moindre coût. Mais ça, je pense que c'est un prérequis pour chaque projet. Donc voilà, donc ça c'était vraiment nos requirements et le point extrêmement important, hein, c'est que tout ça s'intègre à l'écosystème chez nous, qu'on puisse utiliser ça sur n'importe quelle application et pas uniquement sur quelques applications choisies.
Alors, au moment où on s'est posé ces questions-là, en fait, on avait deux choix qui s'offraient à nous, soit la version, on va dire, on-premise, c'est-à-dire la version dans nos data centers historiques, ou soit une version cloud. La version on-premise, elle avait un avantage principal, c'était la simplicité de mise en place. Aujourd'hui, on sait provisionner des machines virtuelles dans nos data centers, on sait les configurer, c'est relativement simple. La problématique de cette approche-là, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir une machine, ça demande plusieurs semaines, puisqu'il faut passer par un processus administratif qui est un petit peu long, etc. Il y a toujours ce problème de maintenabilité, c'est-à-dire qu'une machine qui est créée aujourd'hui dans nos data centers, elle va vivre, et du coup il faut la patcher, il faut la manager, etc. Donc toutes les problématiques que ça pose en termes de maintenabilité. En termes de scalabilité, quand on sait qu'on met plusieurs semaines, voire plusieurs mois à provisionner une machine, on comprend bien que la scalabilité elle est quasiment nulle. Et aussi le problème du coût, puisqu'en fait on a un coût fixe, c'est-à-dire qu'on va payer les machines qu'on aurait provisionnées. C'est évidemment pas la solution qu'on a choisie, puisque ça répondait pas du tout en fait à nos besoins. Et c'est pour ça qu'on est parti vers le cloud. Alors le cloud, il a beaucoup d'avantages dans le sens où on a une scalabilité qui est quasiment native, c'est-à-dire qu'on peut provisionner autant de machines qu'on veut. On peut aussi les détruire et les recréer systématiquement. Et on a surtout un coût à l'usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la solution, si on ne démarre aucun test, si une tribu décide, je ne sais pas, pendant une semaine de ne faire aucun test, elle paye 0. Donc ça, c'est très important, on a vraiment un coût à l'usage. Malgré tout, il y a quelques petits inconvénients. Le premier, c'est en fait toute la couche d'automatisation qui va aller avec la solution, qui est en fait, qu'il faut prendre en compte puisque ça va être à maintenir dans le temps. En l'occurrence, on utilise Azure, mais Azure évolue assez rapidement, donc il faut maintenir en fait nos scripts d'automatisation pour que ça soit pérenne. Et aussi la problématique d'exposition des applications, puisqu'on va tester en fait des applications qui sont soit cloud public, soit on-premise, depuis des machines qui sont dans le cloud public. Donc ça, c'est notre écosystème. C'est juste un petit rappel sur les outils si vous ne les connaissez pas. Donc nous, on utilise Azure DevOps, qui est notre outil de CI/CD. Donc si vous connaissez Jenkins, c'est le même principe. C'est juste un ordonnanceur, on lui donne des actions à faire et on peut lui dire de manière régulière à le faire, ou ces actions-là, ou on peut les lancer manuellement. On a UFT Pro, aussi, anciennement appelé aussi l'INFT, qui est un outil d'automatisation des tests. C'est celui qu'on utilise pour automatiser notre interface graphique. Peut-être que certains d'entre vous connaissent UFT. C'est le même éditeur, c'est HP ou Microfocus. Et en fait, l'INFT, c'est le pendant du UFT, mais côté Selenium, c'est-à-dire que c'est du code source. Et du coup, on a choisi cet outil-là pour nous permettre de rapprocher les testeurs automaticiens et nos développeurs. Le principe, c'est que nos automaticiens utilisent les mêmes outils, les mêmes pratiques et les mêmes langages que les développeurs. On a X-Ray, qui est un plugin de Jira, c'est notre référentiel de test. Donc c'est là où on stocke nos plans de test, on pérennise nos tests et on a l'historique des tests. Et on a Azure DevTest Lab, donc ça c'est la plateforme sur laquelle on se base pour notre solution, qui nous permet de générer nos machines virtuelles dans le cloud Azure. Alors, on va descendre un petit peu plus dans la technique. En fait, ça, c'est la présentation globale de la solution. Globalement, elle se découpe en 3 parties. La première partie, qui est la partie, ce qu'on va appeler infra as code. Donc là, on a écrit tous les scripts qui permettent de provisionner en fait toute l'infrastructure sous-jacente à la machine. Donc, comme on peut le voir sur le schéma, en fait, basiquement, c'est l'ensemble des réseaux virtuels qu'on va retrouver dans Azure et les labs DevTest Lab qui permettent en fait d'accueillir les machines virtuelles. Ensuite, on a ce qu'on appelle une usine de création des images. Alors ça, c'est très important, parce que dans le processus en fait, d'exécution des tests automatisés, il faut qu'on ait des machines qui soient capables d'exécuter ces tests. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'on ait créé des images, donc des images Windows, qui soient capables d'exécuter ces tests et donc qui contiennent les navigateurs, l'INFT, etc. Donc en fait, on a un pipeline de création des images. Donc on a décrit en fait tous les prérequis qu'on voulait sur la machine. Et on va instancier en fait une VM, installer tous ces prérequis dessus, en extraire l'image, et ensuite c'est cette image-là qu'on viendra provisionner par la suite. Et enfin, la dernière étape, c'est ce qu'on appelle donc les tâches custom Azure DevOps. Donc c'est ces tâches-là qui vont permettre de piloter toute la création des machines. Donc ce qu'on a créé des tâches custom pour vraiment rendre la vie facile aux testeurs et permettre en fait de masquer un peu toute la complexité derrière la création des machines. Donc les tâches en fait, vont se retrouver dans les pipelines projets. C'est-à-dire que le projet, quand il va vouloir exécuter des tests, il va pouvoir, via ces tâches-là, déclencher la création des machines. Une fois que la création est déclenchée, on va venir récupérer les images qu'on a créées via la factory et on va pouvoir exécuter les tests à l'intérieur de DevTest Lab.
Alors ça c'est le schéma classique, hein. Donc on va retrouver en fait toute l'intégration au niveau du CI/CD. Donc la première étape c'est le push en fait d'un morceau de code, d'une évolution sur une application via une pull request, hein, puisqu'on travaille avec Git et les pull requests. Donc du coup en fait le développeur va pousser sa modification sur sa branche de feature. Ensuite on va la merger via une pull request. Ensuite donc il y a une build qui va être déclenchée automatiquement. Donc la build va permettre en fait de récupérer le résultat de ce changement et de construire le binaire de l'application. Ensuite, la build on va suivre avec un pipeline de déploiement, pardon. Donc ce pipeline-là, lui, il va prendre les binaires et va les déployer sur l'environnement cible. Alors ça peut être un environnement on-premise, Azure, peu importe, mais on va déployer l'application. Une fois que l'application est déployée, on va pouvoir jouer les tests via la solution. Donc en fait, on va instancier une machine et jouer les tests. Et enfin, on va pouvoir récupérer les résultats de tests dans X-Ray. Donc ça, c'est vraiment le cheminement complet d'une modification qu'on va pousser sur une application depuis vraiment le code jusqu'au résultat de test. Là, du coup, si on zoome sur les parties 4 et 5, donc une fois que le déploiement est déjà fait, en fait, ça donne ça. Là, on a simplifié un schéma. On va dire que la partie de gauche, c'est dans Azure. Et la partie droite, on va dire chez AXA. C'est-à-dire qu'on a notre application à tester en haut et notre référentiel de test en bas. Donc la première étape, c'est Azure DevOps qui ordonnance tout. Donc c'est lui qui va lancer les commandes. Donc la première étape, c'est de demander à Azure DevTest Lab d'instancier une nouvelle machine ou plusieurs machines, parce que, comme on l'a dit, on peut paralyser les tests, donc lancer plusieurs machines. Azure DevTest Lab va créer la machine d'exécution. Donc dans cette machine-là, on va retrouver notre moteur d'exécution des tests, donc UFT Pro, et aussi tous nos navigateurs. Azure DevOps va demander à la machine d'exécuter les tests. Donc c'est là où en fait le navigateur s'ouvre, l'URL est appelée, et donc c'est pour ça que la machine va communiquer avec l'application pour faire les appels, les clics sur les boutons, etc. Ensuite, les tests sont terminés, donc la VM va envoyer ses résultats au référentiel de test. Vu que les tests sont terminés, on n'a plus besoin de la machine, donc l'ordonnanceur Azure DevOps va dire à Azure DevTest Lab, c'est bon, tu peux supprimer ma machine, j'en ai plus besoin, j'ai exécuté mes tests et tous mes résultats sont remontés. Et donc la machine est supprimée. Donc là, c'est des chiffres rapidement. Ça, c'est une solution qu'on a mis en place en 2 mois de POC à peu près. Ça a nécessité pas mal de travail collaboratif entre plusieurs équipes, notamment l'équipe la guilde de test dont je fais partie, l'équipe d'ingénierie du dev et aussi la sécurité et puis des ops. Donc actuellement, alors nous on fonctionne en squad chez AXA, donc actuellement on a 18 squads de déployés. Je crois que l'objectif c'est pour la fin d'année c'est une 50aine de squads. Juste des chiffres comme ça, depuis avril 2011, on a des métriques, on a créé 6576 machines. Donc c'est pour se rendre compte, en fait, c'est assez important et c'est un vrai besoin qu'on a. Au niveau du coût de la machine, en fait, on a évalué le coût de la machine à 58 centimes de l'heure pour une machine donnée. Et en fait, on a pu calculer, si on avait choisi la solution on-premise, si on voulait, par exemple, sur 1000 heures d'exécution des tests, si on avait voulu exécuter dans le même temps donné que la solution cloud, en fait, ça nous aurait coûté 6 fois plus cher à faire. Donc là, on a économisé 6 fois moins d'argent avec cette solution-là. Et du coup, vu qu'on peut paralyser les tests, là c'est un cas réel, sur un projet, ils avaient 9 tests à faire, c'est des gros tests en fait, et les 9 tests à se lancer sur leur machine prenaient 15 heures. Et du coup, vu qu'on peut paralyser les tests, en fait, du coup, eux, ils provisionnent 9 machines d'un coup, et du coup, le temps d'exécution est passé à 2 heures. Donc là, la réduction du time to market est réelle. On peut livrer en production beaucoup plus rapidement et le test n'est plus un goulot d'étranglement. Alors, on va parler maintenant des quelques difficultés qu'on a rencontrées, parce que c'était pas forcément très très simple à mettre en place. La première difficulté qu'on a eue, c'est ce qu'on appelle les golden images. Donc, je vous ai parlé de la factory d'image. Donc, la golden image, c'est en fait l'image qui sort de cette factory. Ça pour plusieurs raisons. La première chose, c'est qu'effectivement, il faut automatiser en fait un poste de travail. Donc c'est pas forcément quelque chose dont on avait l'habitude. Enfin, on travaille pas dans les équipes workplace chez nous, donc automatiser un poste de travail, c'est pas forcément quelque chose qu'on avait fait avant. Il faut faire un certain nombre de configurations via des GPO, donc il y a toutes les problématiques d'AD qui viennent se mettre en place pour en fait activer les extensions dans le navigateur, puisque UFT utilise des extensions dans les navigateurs. Donc ça n'a pas été non plus très très simple. Et on a aussi
fait tout un travail de désactivation de la sécurité des machines pour en fait gagner du temps. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand une machine se provisionne globalement Windows, les 15 ou 20 premières minutes, tout ce qu'elle fait, c'est se mettre à jour, patcher l'OS, etc. Sauf que nous, on n'en a pas besoin vu que la machine, on la garde 1 heure. Donc on a fait tout ce travail en fait, de désactivation de la sécurité qui en fait n'a pas vraiment de sens quand on garde une machine 1 ou 2 heures. Ensuite, l'autre problématique a été la partie infrastructure, c'est-à-dire que en fait, ce qu'on a demandé, c'était de pouvoir créer des postes de travail dans un environnement qui est dédié à des serveurs. Et ça, en fait, ça n'a pas été du tout prévu à la base, c'est-à-dire qu'à la base, le cloud Azure, c'était fait pour des applications, donc on est dans un environnement serveur, et nous, ce qu'on avait besoin, c'est des machines type utilisateur. Donc il a fallu faire un ensemble d'ouvertures pour permettre en fait, tous les flux utilisateurs d'être accessibles depuis ces machines-là. Et il a fallu évidemment aussi adresser toutes les applications qui sont on-premise. Voilà, donc ça a demandé un travail avec la sécurité, d'explication et de leur expliquer pourquoi on voulait attaquer des applications on-premise depuis Azure, ce qui n'était pas forcément le schéma classique. Ensuite, la dernière difficulté, ça a été la partie intégration. Donc, comment on intègre en fait tout ça vraiment dans le workflow de travail à la fois des devs et des testeurs, c'est-à-dire comment on intègre ça dans les pipelines, comment on intègre ça avec X-Ray. Voilà. Donc, il y a eu tout un travail aussi d'automatisation et de création de tâches qui permettent à la fois d'importer les résultats, de lancer automatiquement les tests. Donc, on a énormément travaillé sur cette partie intégration. Donc voilà, les prochaines étapes, en fait, nous, c'est de déployer sur toute la DSI et d'améliorer la solution. Notamment, en fait, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir récupérer des jeux de données à la volée dans un SharePoint et ne plus l'avoir, parce qu'actuellement, en fait, c'est comme du Selenium, on a les jeux de données qui sont en dur dans le code et on aimerait avoir un fichier Excel qui soit déporté et qui soit modifiable par n'importe qui. Par exemple, un PO qui a envie de lancer les tests et qui modifie le jeu de données et va le récupérer en direct. Et on a un point aussi sur l'optimisation de la création des VM actuellement. Une VM prend 15 minutes à peu près à se créer. C'est une vraie machine virtuelle, c'est pour ça. Et du coup, en fait, on est en train de travailler avec Microsoft pour voir si on peut réduire ce temps-là. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, on est obligé d'installer tous les outils, les navigateurs, etc. en direct à la création de la machine. Alors, en conclusion, aujourd'hui, la solution, elle est je pense, en production depuis un peu plus d'1 an et demi. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vraiment une solution qui est totalement automatisée, qui est scalable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour exécuter les tests, il y a vraiment 0 action manuelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime bien, puisqu'on tend vraiment à automatiser tout ce qu'on fait chez nous. Et on a pour le coup là vraiment une solution qui est totalement automatisée. Donc ça, c'est vraiment un point très important pour nous. L'autre point important, c'est que c'est vraiment aussi intégré dans le processus de delivery. Donc comme on l'a pu voir, en fait, livrer l'application ou lancer les tests se fait dans le même outil. Donc ça, c'est vraiment important pour que chacun puisse travailler en fait au même endroit et qu'on n'ait pas les testeurs d'un côté avec un outil, les ops avec un autre outil et les devs avec un autre outil. On essaye vraiment de fédérer tout le monde autour d'un même outil et des mêmes pratiques. Donc ça, c'était vraiment important. Et enfin, l'autre objectif, c'est effectivement la réduction du time to market. Donc on comprend bien qu'avec cette solution-là, on est capable de lancer beaucoup plus de tests de manière beaucoup plus rapide qu'avant. Donc on a forcément réduit le time to market et ça permet aussi d'améliorer la qualité. Voilà. Voilà, on vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas si on a le temps d'en prendre. Bah écoutez, Julien n'est pas là, on peut prendre des questions. Ok, bon, moi la question que j'avais, c'est est-ce qu'il y avait d'autres candidats comme solution? Alors, pas vraiment en fait. En fait, ce qui a drivé cette solution-là, c'est surtout l'INFT, parce que l'INFT fonctionne avec des extensions de navigateur, et donc ça veut dire qu'on n'est pas capable, par exemple, d'avoir des solutions conteneurisées, qui sont aussi très pratiques. Donc on est vraiment obligé d'avoir une machine. À partir du moment où on est obligé d'avoir une machine, ça veut dire une VM. Et donc en fait, on n'avait pas beaucoup d'autres solutions que le provisioning de machines virtuelles. Une deuxième question, par rapport à vos équipes, est-ce qu'il y avait de la résistance au changement? Quand vous avez proposé la solution, vous avez voulu passer vers ça, est-ce qu'il y avait des gens qui ont résisté à cette solution? Au début, on avait quelques personnes en fait ils répondaient eux-mêmes à leurs besoins en fait dans leurs équipes. Ils avaient monté eux-mêmes des machines virtuelles qui, du coup, on-premise, donc qui géraient eux-mêmes, et du coup, qui devaient maintenir, qui devaient mettre à jour les navigateurs, etc. Et du coup, quand on est venu avec cette solution-là, non, il n'y a pas eu de résistance au changement. Ils sont passés petit à petit. Ça s'est pas fait d'un coup, mais en quelques mois, là, toutes les équipes utilisent cette solution-là. Il n'y a plus d'équipes qui gèrent eux-mêmes leurs machines.
Juste une petite anecdote justement à ce sujet-là. C'est pas forcément de la réticence, mais un des premières choses qu'on nous a dit, c'est qu'en fait la solution coûtait pas assez cher. En fait, les gens ne nous croyaient pas quand on est arrivé avec des machines en leur disant ça coûte 58 centimes de l'heure et on en est sûr et il n'y aura pas d'autres coûts cachés. Et ça, en fait, c'était pas forcément une réticence, mais c'était une surprise. Et en fait, les gens comprenaient pas pourquoi ça coûtait aussi peu cher. Donc ça a été un point au début où il a fallu vraiment expliquer que non, c'était vraiment le prix qui allait être payé à la fin et c'était pas, voilà, il n'y avait pas de coûts cachés. Bonjour. Est-ce que vous avez anticipé des problèmes au niveau data management, d'envoyer vos données de prod sur un SharePoint décentralisé? Est-ce qu'il peut y avoir des soucis avec GDPR ou ce genre de choses ou pas du tout, ou ça vous inquiète pas? Moi, j'ai quitté l'équipe d'ingénierie, donc j'ai pas travaillé sur le petit module là. Il est en train d'être déployé ce module où on peut stocker les jeux de données dans SharePoint. Mais en général, chez AXA, quand on fait un truc, on est obligé de passer par la case SSI. Donc dans tous les cas, c'est vérifié par la SSI. On peut pas vérifier, on peut pas mettre en place des choses sans passer par la SSI. Ok, merci à tous.